Bienvenue, chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un cheminement personnel. Depuis des années, je me suis formée à différentes approches thérapeutiques, systémiques, modernes, innovantes. Certaines sont passionnantes, comme l'IFS, qui connaît aujourd'hui un grand succès. Mais j'ai choisi de revenir toujours à ce que j'appelle la voie royale vers l'inconscient, les rêves, la psychologie analytique. Cela ne veut pas dire que nous n'explorerons pas ensemble d'autres pratiques, au contraire, dans ce podcast, je veux parfois ouvrir des fenêtres vers d'autres disciplines pour comparer, comprendre et peut-être enrichir notre regard. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire quelles pratiques vous attirent, quelles approches résonnent avec votre propre expérience intérieure. Et maintenant, c'est parti sans plus attendre. Débutons quand même avec un angle comparatif historique, entre Jung et Schwartz, comme une espèce de face-à-face. Carl Gustav Jung, au début du XXe siècle, a déjà formulé l'essentiel de ce que nous appellerons aujourd'hui la pluralité de la psyché. Avec la découverte des complexes, il montrait que nous ne sommes pas qu'un moi unifié, mais traversé par des noyaux autonomes dotés d'énergie propre. Ces complexes sont affectifs, ils vivent presque comme des petites personnalités intérieures. Autour de lui, des collaboratrices comme Marie-Louise von Franz ont approfondi ce travail à travers l'étude des rêves et des contes de fées, montrant que ces complexes s'expriment dans des images universelles. Barbara Hanna a mis en lumière l'imagination active, ce dialogue intérieur avec les figures de l'inconscient, et plus tard d'autres auteurs et théoriciens comme Edward Edinger ou Robert Johnson ont popularisé le rôle central du soi, ce principe d'unité qui englobe le conscient et l'inconscient, et vers lequel nous tendons à travers le processus d'individuation. Maintenant avançons jusqu'aux années 1980 avec Richard Schwartz. Inspiré par la thérapie systémique, il transpose cette logique au monde intérieur et invente l'IFS, Internal Family Systems. Il parle de parts, de managers, de firefighters et d'exil. Autrement dit, de sous-personnalités qui jouent des rôles précis, et il place au centre le self, présenté comme une présence calme et sage qui peut guérir ses parts blessées. Lorsqu'on compare les deux, difficile de ne pas voir les parallèles. Les parts de Schwartz ressemblent au complexe de Jung, son self écho au soi jungien, et ses burdens, les fardeaux traumatiques, rappellent l'ombre, les charges inconscientes que nous portons. La différence principale, c'est le langage. Jung s'exprimait dans une langue symbolique, mythologique, parfois alchimique, exigeante mais riche de profondeur. Schwartz lui propose un vocabulaire simple, presque narratif, immédiatement accessible pour les thérapeutes et leurs patients. Et c'est là que le contexte joue. Notre époque valorise la clarté, le protocole, la rapidité de transmission. L'IFS s'est donc diffusé très largement, là où la psychologie jungienne est restée pour beaucoup très complexe, très élitiste, parfois même ésotérique. En un mot, Jung avait déjà posé les bases, Schwartz a reformulé ces mêmes dynamiques dans une langue adaptée au XXIe siècle, et c'est ainsi que l'IFS a trouvé un immense écho. Abordons maintenant l'angle clinique, comment ça se vit finalement en séance. Chez Jung et ses proches collaborateurs, le cœur du travail sont les rêves. Jung considérait les rêves comme la voie royale vers l'inconscient, même si cette phrase est empruntée à Freud. Marie-Louise von Franz, par exemple, a passé sa vie à explorer les symboles, et elle montrait comment chaque image onirique est une tentative de l'inconscient pour rééquilibrer la psyché. En séance, un rêve est raconté, puis lentement analysé, non pas de façon mécanique, mais en ouvrant l'espace symbolique. On s'appuie sur les associations personnelles du rêveur, mais aussi sur les archétypes collectifs. À cela aussi s'ajoute l'imagination active, une technique développée par Jung et pratiquée aussi par Barbara Hanna. Le patient entre en dialogue intérieur avec une image, un personnage ou même un objet de son rêve, et laisse venir une réponse de l'inconscient. Le but n'est pas de contrôler, mais de rencontrer la vie intérieure. En IFS, le processus est différent. Ici, on ne parle pas forcément des rêves, mais des parts intérieures. Le thérapeute guide le patient pour qu'il entre en contact avec une part spécifique. Par exemple, une part critique, une part blessée ou une part qui cherche à éteindre le feu émotionnel. Le cadre est plus structuré. Identifier la part, lui donner une voix, découvrir son rôle protecteur, puis l'aider à déposer son fardeau, à se libérer. L'IFS offre un protocole clair, ce qui sécurise beaucoup de patients. Comparons les deux approches. L'approche jungienne ouvre l'imagination symbolique, elle met en lien avec l'histoire collective et archétypique de l'humanité, elle ouvre des portes vers le sacré,
mais elle peut être déroutante, parfois même déstabilisante si la personne n'a pas de repères. L'IFS est plus pragmatique, elle donne un cadre simple et rassurant, mais il peut manquer de cette profondeur symbolique qui relie la psyché individuelle à une dimension plus universelle. Prenons un exemple, un patient rêve d'une maison en feu. Dans une perspective jungienne, on verrait le symbole de la transformation, le feu comme alchimie, purification, destruction nécessaire pour qu'une nouvelle structure intérieure puisse naître. On chercherait les archétypes en jeu, peut-être même la fonction rédemptrice du feu, comme d'ailleurs l'ont souligné des auteurs comme Édouard Édinger. On s'appuierait à la fois sur le symbolisme du feu et en même temps sur la maison elle-même, qu'est-ce qu'elle signifie pour le rêveur. Dans une séance IFS, on inviterait le patient à se tourner vers la part intérieure qui allume le feu ou qui tente de l'éteindre. C'est ce que Schwartz appelle firefighter. On dialoguerait avec elle pour comprendre son rôle protecteur et la soulager. Deux chemins très différents mais qui touchent à la même réalité. Notre psyché brûle de nous montrer quelque chose. Voilà la différence clinique. L'un ouvre vers le symbole et le mythe, l'autre vers une part intérieure personnifiée et gérable. Et les deux, à leur manière, cherchent la guérison. Allons voir maintenant un angle philosophique anthropologique, c'est-à-dire de vision de l'humain. Derrière la pratique clinique se cachent toujours des visions du monde. Pour Jung, l'être humain est avant tout un être en quête d'unité. L'existence est un chemin initiatique, le processus d'individuation, c'est-à-dire cette lente avancée vers un centre plus vaste que le moi, que Jung a nommé le soi. Cette quête n'est pas seulement psychologique, elle est aussi spirituelle, car elle nous relie au sacré, au mythe, au symbole et à l'alchimie, notamment. Ses collaborateurs ont beaucoup insisté sur cette dimension. Erich Neumann, par exemple, voyait dans l'évolution de la conscience humaine une histoire sacrée, marquée par des images archétypiques. Marie-Louise von Franz a montré que les contes de fées, notamment, sont comme des petites initiations collectives où se joue le travail intérieur de chacun. Et Édouard Édinger a relu l'alchimie comme une carte philosophique d'un processus de guérison psychique et spirituelle. Chez eux tous, l'homme est vu comme un pèlerin de l'âme, quelqu'un qui cherche à se relier à une totalité plus grande. L'IFS de son côté porte une autre vision. Richard Schwartz décrit l'humain comme un système intérieur à harmoniser. Chaque part a une voix, un rôle, une fonction protectrice. Le but n'est pas tant d'accéder à un mystère sacré, mais de restaurer une circulation fluide entre ces parts, de permettre à chacun, à chacune de retrouver sa fonction naturelle, une fois libéré de ses fardeaux. Ici, le self est un principe guérisseur, mais il n'est pas décrit en termes mythiques ou alchimiques. C'est davantage une présence sage, universelle, que chacun peut incarner. Ce sont deux visions du monde. L'une jungienne est initiatique et symbolique, elle place l'être humain sur un chemin de transformation, avec des épreuves, des descentes, des métamorphoses, comme dans un grand mythe. L'autre, l'IFS, est pragmatique et psychologique, elle voit l'homme comme une famille intérieure, un système vivant, à apaiser et à réorganiser. Ce qui est assez fascinant, c'est que ces deux visions ne s'excluent pas. L'IFS répond à une culture moderne qui aime les protocoles clairs et les outils pratiques. La psychologie analytique, la psychanalyse jungienne, s'adresse à ceux qui veulent plonger dans une aventure existentielle et même spirituelle. En fin de compte, c'est un peu comme deux cartes pour explorer le même territoire. L'une te parle en symbole et en mythe, l'autre en partie et en rôle. J'aimerais terminer cette exploration en vous racontant une histoire de famille. Jung a osé dire que l'homme n'est pas seulement guidé par des pulsions, mais qu'il porte en lui une profondeur sacrée. Il a parlé du soi, des archétypes, des rêves, de l'alchimie. Il a ouvert un continent nouveau, celui de la psyché comme un univers vivant et symbolique. Mais Jung n'était pas seul. Autour de lui, il y a eu toute une constellation de collaborateurs et de collaboratrices. Marie-Louise von Franz qui a montré que les contes de fées sont des miroirs de l'inconscient, notamment et pas seulement, Barbara Hanna qui a travaillé beaucoup sur l'imagination active, Sabina Spielrein, pionnière très souvent oubliée, qui avait déjà perçu la force créatrice de la destruction, de la pulsion de vie et de la pulsion de mort, et plus tard encore Édouard Édinger, Robert Johnson, Erich Neumann, chacun a prolongé, clarifié, incarné ses visions jungiennes dans des écrits, des analyses et des récits accessibles. Des décennies plus tard, dans les années 1980, un thérapeute américain, Richard Schwartz, travaille en thérapie familiale systémique. Il observe que ses patients parlent de leur partie intérieure, comme s'ils étaient de vraies personnes. Il se demande alors, et si la famille que nous portons en nous était tout aussi réelle que celle autour de la table du dîner?
Et c'est ainsi qu'il invente, qu'il crée l'IFS, Internal Family System. Il nomme ses parts intérieures manager, firefighter, exil, et il place au centre le self, une présence sage, calme, guérisseuse. On pourrait croire à une nouveauté radicale, mais lorsqu'on regarde de plus près, c'est une nouvelle traduction d'un même langage intérieur. En tout cas d'après moi. Jung parlait de complexe, de soi, d'archétype. Schwartz parle de part, de self, de fardeau. Les mots changent, la profondeur diffère, mais c'est toujours la même réalité psychique qu'il cherche à se dire. Alors que ça soit par Jung ou par Schwartz, c'est au fond la même âme qui nous parle, simplement avec des mots différents. C'était une exploration de plus, un pont entre Jung et l'IFS. Au fond, peu importe le langage ou le protocole, ce qui compte, c'est le chemin qui nous rapproche du centre, de ce soi profond qui sait déjà. Si ces thèmes résonnent avec toi, je t'invite à aller un peu plus loin à travers notamment mes livres, l'Odyssée des archétypes, volumes 1 et 2, disponibles dès maintenant sur Amazon, au format Kindle et broché, imprimable. Vous y trouverez les archétypes, les mythes, les rêves, mais aussi ce processus vivant qu'est l'individuation. Je te remercie pour ton écoute, on se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.